Let's get Brexit done. Brexit has failed. Forgive me. Avec un allié de moins en moins fiable à l'ouest et une Europe qui se réveille à l'est, est-ce le moment de repenser le Brexit ? Pour le savoir, on va d'abord revenir sur ce que les partisans du Brexit avaient promis à l'époque et voir si ces promesses ont été tenues. Ensuite, on regardera ce qui se passe aujourd'hui, car certains signes montrent qu'un changement est peut-être déjà en route. Une réunion importante entre l'UE et le Royaume-Uni est prévue mi-mai, et elle pourrait marquer un tournant. Pendant la campagne du Brexit, beaucoup de choses ont été promises. Mais dans cette vidéo, on va se concentrer sur les 5 plus importantes. Promesse numéro 1. Les partisans du Brexit disaient qu'une fois libéré de l'Union européenne, le Royaume-Uni pourrait rapidement conclure d'importants accords commerciaux dans le monde entier. Et depuis le Brexit, le Royaume-Uni a bien signé plus de 70 accords commerciaux avec des pays ou des blocs représentant plus de 100 nations et territoires. Et sur le papier, ça semble impressionnant. Mais quand on regarde de plus près, on découvre que la grande majorité de ces accords sont en fait des copies conformes de ceux que le Royaume-Uni avait déjà quand il était membre de l'UE. Autrement dit, très peu sont vraiment nouveaux. Et parmi les exceptions, on trouve des accords avec le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'adhésion du CPTPP, un bloc commercial regroupant 11 pays de la région Pacifique. Mais voilà le problème. Ces nouveaux accords apportent peu sur le plan économique. Certains critiquent notamment les accords avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui favorisent ces deux pays, au détriment des agriculteurs britanniques. Et le CPTPP ? Le Royaume-Uni avait déjà des accords commerciaux avec 9 des 11 membres. Résultat, les gains sont très limités. Et même selon les propres analyses du gouvernement britannique, l'impact économique reste très faible. Au total, ces accords devraient augmenter le PIB de seulement 0,19%. C'est pas vraiment une révolution et certainement pas une promesse tenue. Promesse numéro 2. Les partisans du Brexit affirmaient que le Royaume-Uni continuerait à commercer sans friction avec l'Union européenne, même en étant sorti du marché unique. Aujourd'hui, les échanges entre le Royaume-Uni et l'UE sont encadrés par l'accord de commerce et de coopération, ou la TCA. Cet accord permet un commerce sans taxes douanières sur les marchandises, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de friction. Les biens sont toujours soumis à des contrôles, à des formalités administratives et à des retards afin de vérifier qu'ils respectent les normes européennes. Prenons un exemple concret. Un petit producteur de fromage au Royaume-Uni doit désormais remplir des formulaires de douane, obtenir des certificats sanitaires signés par un vétérinaire et fait face à des retards à la frontière. Pour beaucoup de petites entreprises, ces nouveaux coûts et cette complexité rendent la vente en Europe quasiment impossible. Et comme l'Union européenne reste le premier partenaire commercial du Royaume-Uni, représentant environ 46% de ces échanges, les conséquences sont lourdes. Quand on regarde les performances commerciales du Royaume-Uni sur les 10 dernières années, on voit qu'à partir de 2020, ces exportations de biens ont nettement reculé par rapport aux autres pays du G7. Et de manière assez surprenante, c'est dans les services que le Royaume-Uni a légèrement mieux résisté que la moyenne dans les pays du G7. L'ampleur exacte des pertes fait encore débat. Certains estiment que les exportations britanniques de biens sont 6% plus faibles qu'elles l'auraient été si le pays était resté dans l'UE. D'autres avancent une baisse de 30%. Et de son côté, l'Office pour Budget Responsibility prévoit que le Brexit réduira le commerce total du Royaume-Uni de 15% à long terme et fera baisser l'économie d'environ 4%, soit 113 milliards d'euros par an en valeur 2023. Alors, cette promesse d'un commerce fluide avec l'Union européenne après le Brexit ? Elle non plus n'a pas été tenue. Promesse numéro 3. Les partisans du Brexit disaient que quitter l'Union européenne permettrait au Royaume-Uni d'arrêter d'envoyer des milliards à Bruxelles et que cet argent pourrait être dépensé chez lui au bénéfice des citoyens. Et c'est vrai. En 2018, le Royaume-Uni a versé 22,6 milliards d'euros à l'UE. Une fois les rebais et les fonds européens déduits, sa contribution nette s'élevait à environ 12,4 milliards d'euros. Et aujourd'hui, en vertu de l'accord de retrait, le Royaume-Uni continue de faire certains paiements. Mais à terme, ces 12,4 milliards par an disparaîtront. Donc sur le papier, c'est une belle victoire. Plus d'argent pour investir au niveau national. Mais pas si vite. Oui, le Royaume-Uni économise environ 12,4 milliards d'euros par an en contribution à l'UE. Mais il perd presque 113 milliards d'euros par an en échanges commerciaux, soit près de 10 fois plus. Alors oui, si on compare ici le PIB à les dépenses publiques, ce n'est pas exactement la même chose. Mais même en tenant compte de cette différence, l'écart est énorme. Donc la conclusion ?
En matière d'argent, le Brexit n'a pas fait économiser le Royaume-Uni. Au contraire, il lui a coûté très cher. Promesse numéro 4. Les partisans du Brexit promettaient que le Royaume-Uni reprendrait le contrôle de l'immigration et autrement dit, qu'il retrouverait une pleine maîtrise de ses frontières. Depuis le Brexit, l'immigration nette en provenance de l'Union européenne a fortement chuté grâce à la fin de la libre circulation. Et de ce point de vue, le Royaume-Uni a bien repris le contrôle. Il fixe désormais ses propres règles d'immigration. Mais encore une fois, ce n'est pas si simple. Car si l'immigration en provenance de l'UE a baissé, celle en provenance du reste du monde a explosé. En 2023, l'immigration nette a atteint environ 900 000 personnes, soit près de 4 fois plus qu'en 2016, l'année du référendum. Alors oui, le Royaume-Uni a repris le contrôle, mais il s'en est pas servi pour faire baisser les chiffres. En réalité, la situation est bien pire qu'à l'époque où le pays faisait encore partie de l'Union européenne. Et enfin, la promesse numéro 5. Les partisans du Brexit assureraient que le Royaume-Uni retrouverait sa souveraineté et autrement dit, la capacité de faire ses propres lois sans interférence de l'Union européenne. Et sur le papier, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Le Royaume-Uni n'est plus lié par des nouvelles lois européennes, ni par la Cour de justice de l'Union européenne, sauf dans des cas spécifiques comme l'Irlande du Nord. Le Parlement britannique peut désormais légiférer de manière indépendante. Mais la réalité, et encore une fois, ce n'est pas si simple. Pour continuer à commercer avec l'Union européenne, les entreprises britanniques doivent encore respecter de nombreuses normes européennes, sur les produits, la protection des données et bien d'autres domaines. Résultat, le Royaume-Uni reste aligné sur une grande partie du droit européen, mais sans avoir son mot à dire sur l'élaboration de ces règles. Par ailleurs, le gouvernement avait promis d'abroger des milliers de lois européennes conservées dans le droit britannique d'ici fin 2023. Mais la grande majorité de ces textes sont toujours en vigueur. La rupture juridique complète a donc été plus lente et plus chaotique que prévu. Alors oui, la souveraineté a été techniquement retrouvée, mais l'exercer s'est révélé bien plus compliqué que ce que la campagne du Brexit avait laissé entendre. De notre point de vue, les promesses du Brexit n'ont pas été tenues. Et au-delà de cela, des problèmes extérieurs sont venus s'ajouter. Le libre-échange n'est plus garanti, la guerre est de retour en Europe et l'influence du Royaume-Uni dans le monde diminue. Aujourd'hui, son économie ne représente plus que 3,2% du PIB mondial, loin derrière les États-Unis, l'Union européenne et la Chine. Et Keir Starmer semble l'avoir bien compris. Il cherche à réinitialiser les relations avec l'Union européenne à travers un nouveau partenariat stratégique. Son objectif, renforcer la coopération en matière de défense et relancer les échanges commerciaux. Par exemple, le Royaume-Uni et la Commission européenne travaillent sur un accord de défense majeur, qui pourrait permettre aux entreprises britanniques de participer au nouveau fonds SAFE de l'UE, doté de 150 milliards d'euros. Ce fonds permettra aux pays européens d'emprunter pour acheter des systèmes de défense antiaérienne, des drones ou encore des munitions, éventuellement même auprès des fournisseurs britanniques. C'est une avancée importante. Mais qu'en est-il du commerce ? Actuellement, le commerce entre le Royaume-Uni et l'Union européenne est régi par l'accord de commerce et de coopération, la TCA. Il permet un commerce sans droit de douane pour les biens, mais pas pour les services, les personnes ou le capital, et il reste loin d'être sans friction. Une des prochaines étapes les plus simples serait que le Royaume-Uni rejoigne à nouveau l'union douanière de l'UE, en alignant ses règles pour les biens et en adoptant un tarif extérieur commun. Cela permettrait d'éliminer les contrôles douaniers et la paperasse à la frontière, offrant ainsi un véritable coup de pouce au commerce, en particulier pour les petites entreprises. Le Royaume-Uni ne pourra plus signer ses propres accords commerciaux. Mais vu les résultats mitigés de ces accords post-Brexit, ce ne serait peut-être pas une grande perte. Des pays non membres de l'UE comme la Turquie, l'Andorre, Saint-Martin et Monaco font déjà partie de l'union douanière, chacun avec ses propres arrangements. Il y a aussi le marché unique. Le marché unique ne concerne pas seulement la libre circulation des biens, il permet également la libre circulation des services, des personnes et des capitaux. Il restaurerait les libertés d'avant le Brexit, comme le droit de vivre et de travailler dans les États membres. Rejoindre le marché unique signifie une pleine harmonisation avec les règles de l'UE. Le Royaume-Uni pourrait théoriquement conclure ses propres accords commerciaux, mais en pratique, les réglementations de l'UE limiteraient sévèrement cette liberté. L'accès au marché unique implique également une cotisation et sans faire partie de l'union douanière, des contrôles à la frontière pourraient encore être nécessaires. Des pays non membres de l'UE comme la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein participent actuellement au marché unique. Alors, l'un de ces modèles conviendra-t-il au Royaume-Uni ? Et voici ce que le Premier ministre Keir Starmer en pense. I've said on a number of occasions
that we are not going back to the EU, and that means not going back into the single market or the customs. Sérieusement, pas beaucoup de place pour la flexibilité, Starmer. Et il semble que le public soit bien plus en avance que les politiques. D'après un sondage récent, 68% des Britanniques accepteraient la libre circulation des citoyens de l'UE et du Royaume-Uni en échange d'un meilleur accès au marché européen. Une majorité claire accepterait aussi les règles européennes de sécurité alimentaire et des produits. Même l'idée d'un contrôle pour la Cour de justice de l'UE divise l'opinion en deux. Ce n'est plus un obstacle insurmontable comme avant. À notre avis, le Brexit n'a pas été un succès pour le Royaume-Uni et ni pour l'UE. Et il serait parfaitement logique que le Royaume-Uni rejoigne à nouveau le marché unique et l'union douanière. Cela atténuerait l'impact des tarifs américains croissants et aiderait les deux pays à dynamiser leur économie. Et pour être honnête, comment le Royaume-Uni, avec seulement une fraction de l'influence économique de l'UE, peut-il espérer de négocier de meilleurs accords commerciaux tout seul que l'UE ne peut pas faire en tant que bloc unifié? Pour moi, c'est incompréhensible. Regardez les dizaines d'accords que l'UE négocie actuellement. Le Royaume-Uni peut-il vraiment imiter cette échelle ou cette capacité de négociation? Peu probable. Coopération en matière de défense? Absolument. Union douanière de l'UE? Oui. Marché unique de l'UE? Oui. Dans un monde qui est façonné par Trump, l'Ukraine et la Chine, cela montrerait la force et l'unité quand cela compte le plus. Et peut-être que cela pourrait remettre le Royaume-Uni sur la voie du retour vers une pleine adhésion à l'UE à long terme. Cela prendra du temps, mais je pense que rejoindre certaines des structures de l'UE serait un premier pas solide. Alors allez, Starmer, fais-le. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!